Bonjour mesdames et messieurs, quel plaisir après avoir été obligé de se lever avant 11 heures, un samedi, d'être accueilli avec un si bel accent italien. Et évidemment, lorsque on vous annonce de cette façon tous les désagréments d'une journée de 24 heures qui en dure 36, de l'obligation de quitter l'auditorium à la fin pour y revenir ensuite, évidemment, le Louvre avait mis tous les moyens pour faire passer cette pilule et donc c'est pourquoi nous avons été accueillis de façon aussi charmante. En plus, nous allons parler d'art et vous savez que Diderot disait que l'art rend la vertu attrayante, le vice odieux et le ridicule éclatant. Ce qui fait que, évidemment, ce début de journée va nous permettre peut-être de penser à autre chose. Nous vivons, vous le savez, une époque un peu troublée, un peu trop rapide, notamment à cause de nos smartphones que vous n'oublierez pas de rallumer en sortant de la salle pour le cas où quelqu'un vous aurait appelé pendant la conférence. Une époque aussi un peu superficielle, nous passons toujours d'un sujet à l'autre et sans cesse. Une époque un peu déprimante aussi parce qu'on entend parfois nos empereurs dire des choses qu'il ne faudrait pas dire et ne pas dire les choses qu'il faudrait. Et donc, dans cette atmosphère déprimante, le Louvre vous propose donc de passer 24 heures chez lui, 24 heures qui durent 36, je le répète, 24 heures chez lui, avec et autour de Napoléon. Donc on m'a demandé d'introduire ces journées de conférences, de visites, de promenades, de rencontres, d'excellents repas dans les excellents restaurants qui environnent ce musée. Alors, sans me prononcer évidemment sur le point de savoir si m'avoir choisi était une bonne idée, je dois vous présenter dans un laps de temps très court, puisque vous savez que ces petites interventions ne durent que 45 minutes, cet établissement, le Louvre, à l'époque où il avait pour nom Musée Napoléon, qui remplaça en novembre 1802 un choix qui était un peu plus technocratique de la Convention, qui était le Muséum central des arts de la République. J'aborderai donc ce sujet autant que cela m'est possible, mais j'aborderai aussi la place de cet établissement dans ce que j'appellerais le système artistique de Napoléon. Système au sens où les arts et les lieux des arts furent inclus dans une organisation plus générale, née de la pensée, de la volonté d'un chef d'État qui n'était pas moins passionné que ses prédécesseurs par les questions artistiques. Tout de suite vous vient à l'esprit, et je l'ai senti, une question presque essentielle. Napoléon avait-il une formation artistique ? Et comment cet homme, originaire de ce qu'il faut bien appeler un trou, au début, à la fin du XVIIIe siècle, comment a-t-il pu avoir du goût, prendre des décisions, choisir un style qui était évidemment le style très influencé par le néoclassicisme? A-t-il eu des cours d'histoire de l'art? A-t-il visité des musées dans sa jeunesse? A-t-il lu des essais sur l'art? Eh bien, je n'en sais rien, parce qu'on ne sait pas. Évidemment, Napoléon n'a pas fait dans sa vie que ce que nous savons par les documents qui nous sont parvenus, et donc on peut supposer qu'il s'agisse d'Ajaccio, qu'il s'agisse ensuite d'Autun ou de Brienne, voire de l'école militaire de Paris, il a dû, à un moment donné, s'intéresser à ces questions et, prendre le goût de son époque et finalement l'annexer et rendre ce goût, on va dire, napoléonien et ce style néoclassique devenant plus tard un style empire. On a l'inventaire de la maison Bonaparte à l'époque de l'enfance de Napoléon et on s'aperçoit qu'il y avait très peu d'œuvres d'art dans cette maison. Il y avait très peu de tableaux, il y avait très peu d'objets qu'on pourrait qualifier d'objets d'art. On sait que la bibliothèque de Charles Bonaparte comprenait à peu près 1100 volumes, ce qui était quand même assez important pour l'époque. C'est tout à fait comparable à des bibliothèques de présidents de parlement ou de cours du continent qui ont été étudiées par d'autres historiens. En revanche, encore une fois, on ne sait pas d'où est venu à Napoléon, mais aussi à tous les autres Bonaparte, ce goût
pour l'art, pour la peinture notamment, puisque vous savez que le cardinal Fesch possédait une collection qui comprenait entre 14 et 17 000 tableaux, que Joseph Bonaparte possédait à peu près 7 000 tableaux à la fin de sa vie, que Lucien Bonaparte avait lui aussi constitué une très très grande collection de peintures, notamment avec tout ce qu'il avait volé pendant son ambassade à Madrid en 1801. Et donc on est là en présence d'une espèce de mystère, de même qu'est mystérieux le fait que, redisons-le encore une fois, ces insulaires, venant d'un trou de 4000 habitants, se retrouvent sur le continent parfaitement à l'aise dans la société de l'Ancien Régime, peuvent pénétrer les meilleurs salons, écrivent des lettres aux grands écrivains qui leur répondent, etc. etc. C'est un peu le mystère du goût ou des choix artistiques de Napoléon. Vous le savez, on aura évidemment, mais je pense que les autres intervenants vous le diront, le goût de cette époque est évidemment influencé par l'Antiquité. Alors je dis toujours, ces gens, les gens de cette époque, les hommes et les femmes de cette époque, vous voyez, je dis les hommes et les femmes, c'est ma concession au gender, les hommes et les femmes de cette époque ne considéraient pas qu'ils copiaient les antiques. Ils se considéraient eux-mêmes comme des antiques, comme les successeurs des antiques, comme s'il y avait eu une parenthèse de 1000 ans, et que soudain les antiques revenaient en quelque sorte sur le devant de la scène. C'est très sensible avec la façon dont Napoléon présentait sa légitimité. Vous savez qu'il se présentait comme le successeur de Charlemagne, ce qui aurait équivalu par exemple à Jacques Chirac de se prétendre le successeur direct de Saint-Louis. Alors l'activité artistique sous le Consulat et l'Empire, après un peu on va dire les désordres de la Révolution, mais je pense que Jean-Clément Martin étant peut-être dans la salle, il faut que je sois très sage avec ce que je dirais de la Révolution, l'activité artistique a été fortement relancée sous le Consulat et l'Empire, d'abord comme une activité économique, relance des industries d'ameublement, relance de l'orfèvrerie, etc. Et donc pas seulement dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler un art officiel. Et c'est la deuxième remarque que je ferai sur l'art de cette époque. Longtemps, cet art et ce style, on va dire ce style empire, ont été, y compris en architecture d'ailleurs, ont été beaucoup critiqués. Si vous prenez les manuels d'histoire de l'art d'avant la Deuxième Guerre mondiale, ou même les petits fascicules qui étaient édités, y compris par cette maison dans les années 1910-1930, vous vous apercevez que le petit fascicule qui concernait le style empire est une critique de la première à la dernière page, tout ça pour vous dire que c'est très laid, que c'est très droit, que c'est un peu pointu parfois, mais quand même, etc. Et c'est un art qui a très longtemps été méprisé parce qu'il était coincé entre un XVIIIe siècle très fécond et puis un XIXe siècle totalement romantique. Et en fait, depuis une vingtaine d'années, même un peu plus, on redécouvre cet art du Consulat et de l'Empire, de la Révolution, du Consulat, de l'Empire, de la Restauration et des débuts de la monarchie de Juillet. Et il suffit pour s'en convaincre de voir le succès et les niveaux qu'atteignent, par exemple, les ventes d'objets d'art de cette époque. Et vous vous en convaincrez, évidemment, en visitant, en revisitant ce musée, en écoutant les conférences, en flânant dans ces magnifiques salles où Henri IV, Louis XIII et encore moins François Ier ne retrouveraient plus leur marque aujourd'hui, ni même leur chat. Alors bien sûr, Napoléon avait ses préférences, il a fait un choix, et les bâtiments où nous nous trouvons, enfin, en sont marqués, j'allais dire. Bon, évidemment, il n'est pour rien dans la création de cet auditorium, mais les bâtiments extérieurs en sont encore largement marqués. Il a donc voulu faire du néoclassicisme un peu modernisé tout de même, un outil politique, une arme de légitimation, ça aussi c'est toujours important chez lui, en même temps qu'une esthétique bien organisée et bien droite, ce qui est tout Napoléon. Le Louvre et les autres musées, car il y en eut d'autres, on en dira deux mots, devaient s'inscrire dans cette politique publique, on va dire, et Napoléon y mit les moyens et créa donc, autour de cette ambition, un véritable système administratif des arts.
Donc il faut commencer par cela, parler de cette administration, parler de son budget, parce qu'ils ne sont pas toujours définis, il faut le dire, de façon très claire. Ici, nous sommes chez Vivant-Denon, on va dire, enfin chez Dominique Vivant-Denon. Et évidemment, lorsqu'on parle de l'organisation des arts sous le Consulat et l'Empire, on ne voit que lui, on ne parle que lui. Or, je prétends, et vais essayer de vous le démontrer, qu'il a été, au fond, dans le système napoléonien des arts, un personnage secondaire. Le Louvre, à cette époque, était à la fois un musée qui n'occupait pas l'ensemble des bâtiments et un palais impérial qui était destiné à accueillir, en principe, des hôtes étrangers prestigieux, mais aussi des cérémonies, et la plus célèbre, la plus fameuse, a été le mariage religieux de Napoléon et Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine, le 2 avril 1810, dans le Salon Carré, mais vous avez une conférence sur cet événement demain. Ce jour-là, le Louvre redevint l'écrin de la monarchie, lorsque, sous la baguette et la crosse, surtout, du cardinal Fesch, le successeur de Charlemagne épousa son ventre autrichien, comme il disait lui-même, avec une élégance de lieutenant d'artillerie. Avant cela, cette institution, une première institution, avait vu le jour. C'est ce qu'on appelle la Direction générale des musées, et qui avait été créée au sein du ministère de l'Intérieur. Alors, cette Direction générale des musées, elle a été créée par un décret du 23 Brumaire en 11, 19 novembre 1802. Ce décret donne le jour à la direction générale, en même temps qu'elle lui donne un directeur général, un chef, Dominique Vivant-Denon, que nous citons pour la seconde fois. Alors, ce directeur général des musées, il avait sous sa coupe le musée Napoléon, car dès cette époque, alors que nous sommes encore sous le consulat, ce musée prend le nom de musée Napoléon, donc le musée Napoléon, le musée des monuments français, le musée spécial de l'école française de Versailles, la gestion des galeries des palais du gouvernement, on en redira un mot, la conception et la fabrication des monnaies par l'administration des monnaies, enfin les ateliers de chalcographie, de gravure sur pierre et de mosaïque. Donc on voit, Denon avait un secteur d'activité, on va dire, extrêmement étendu. Il devait aussi surveiller les travaux ordonnés par le gouvernement, la direction des fouilles dans le département de Rome après 1810, et l'acquisition et le transport d'objets d'art. Lorsqu'on dit l'acquisition, on verra tout à l'heure qu'il ne s'agit pas forcément d'achat. On le voit, avant d'être l'œil de Napoléon, comme on l'avait appelé dans un grand colloque qui avait eu lieu dans ces lieux mêmes, ou le cavalier du Louvre, cher à un de nos romanciers célèbres, Denon était d'abord un haut fonctionnaire. Évidemment, il avait été lui-même un article reconnu, un égyptomane passionné. Vous savez qu'il est le premier qui a eu l'autorisation pendant la campagne d'Égypte à aller voir les temples, parce que la commission des arts, des sciences et des arts de l'armée d'Égypte n'était pas faite pour faire de l'égyptologie, elle était faite pour aider l'armée. Et donc, le seul, en fait, qui piaffait d'impatience, c'était Vivant-Denon. Et on a dans la correspondance de Napoléon pendant la campagne d'Égypte une lettre qui dit au général, je crois que c'est au général Dezay, qui lui dit, bon, allez, laissez Denon courir les temples, il commence à nous embêter avec ça. Et donc, effectivement, on le qualifie parfois d'égyptomane, mais là, il n'était qu'un pion dans le système administratif, et un pion dans un système administratif où toute fantaisie était exclue. Et d'ailleurs, Denon l'a appris à ses dépens, à de multiples reprises. Il voulait faire croire à certains moments qu'il était une espèce de ministre des Beaux-Arts, ça n'existait pas encore, mais il n'a même pas d'ailleurs inventé le nom, mais enfin c'était un peu la position qu'il se donnait. Et lorsqu'on parcourt sa correspondance administrative, qui a été publiée il y a plusieurs années, que vous trouvez en accès libre et gratuit sur le site napoleonica.org, lorsqu'on parcourt sa correspondance administrative, on s'aperçoit que les ministres de l'Intérieur et l'empereur lui-même lui ont rappelé toujours qu'il était un fonctionnaire et que par conséquent, il devait, point final, exécuter les ordres. La direction générale des musées était une structure assez légère, elle employait 60 personnes, c'est-à-dire à peu près le personnel nécessaire pour faire fonctionner cette salle aujourd'hui. Elle employait 60 personnes, mais chaque établissement qui lui était rattaché avait lui-même un directeur, Lenoir pour les monuments français, Droz pour les monnaies et les médailles, etc., vous les connaissez. La direction générale était simplement une des 17 structures du même type
organisées dans les ministères, comme par exemple la direction des vivres au ministère de l'administration de la guerre ou la direction de l'administration de la comptabilité des communes au sein du ministère des Finances. Je fais ça, je provoque un peu les gens du Louvre, évidemment, pour ça. Alors, il faut quand même reconnaître que M. Denon a eu tout de même une particularité et une fonction supplémentaire qui ont fait légèrement sortir sa tête des rangs. C'est comme directeur général des musées, qui est donc toujours son titre et son vrai titre sous le Consulat et l'Empire, qu'il prit la tête du Muséum central, donc installé au Louvre depuis 1791, confirmé par la Convention 2 ans plus tard, 1993. D'ailleurs, il faut quand même dire, et là encore, je m'attirerai les foudres de Jean-Clément Martin, mais comme je ne le vois pas, je peux y aller. Il faut quand même reconnaître que, comme d'habitude, la Convention a pris de grands textes de principe, mais n'a jamais essayé d'assurer l'application de ces décisions. Et c'est bien plus tard que le Louvre a été véritablement un musée. Alors soyons honnêtes, c'est sous le Directoire, puisqu'il est devenu musée permanent en avril 1799. Alors jusqu'à l'avènement de Bonaparte, l'établissement était géré par un conseil d'artistes qui était une solution inefficace qui entraîna, comme vous l'imaginez, beaucoup de querelles, beaucoup de gaspillage. D'ailleurs, beaucoup de ces artistes étaient logés dans des parties du Louvre et une des premières tâches du directeur des musées a été de les faire sortir du Louvre, d'abord pour rendre au palais sa destination de palais du gouvernement, mais aussi évidemment pour pouvoir gagner un peu de place, mais là le combat était presque perdu d'avance, pour le musée. Alors, première décision de Denon, comme directeur général des musées, c'est de nommer une administration dépendant du gouvernement et d'arrêter cette drôle d'idée de donner à des artistes la gestion d'un établissement pareil. On les invita donc à quitter le musée et on créa une administration spécifique au Louvre à partir de cette époque. En 1804, comme vous le savez, Napoléon devient empereur le 18 mai 1804, et il est immédiatement doté par la Constitution, d'une liste civile de 28 millions de francs, qui est une somme assez importante. Donc il crée, avec ces 28 millions, une administration particulière qu'on appelle la Maison de l'Empereur, avec ses préfets du palais qui surveillent, orientent, mais aussi subventionnent les théâtres, son premier peintre, David, son directeur de la musique, Le Sueur, le compositeur, directeur de la musique, parce qu'il fallait lui laisser une place, Paër, l'inspecteur des théâtres de cour qui s'appelait Binet, les architectes des palais, Fontaine à Paris, Le Père à Saint-Cloud, Schüller à Strasbourg, etc. Les manufactures de Sèvres, des Gobelins, de la savonnerie furent rattachées à la Maison de l'Empereur. À terme, Napoléon posséda 47 palais dans l'Empire. La Constitution prévoyait qu'on installe des palais aux 4 coins de l'Empire, comme on disait à ce moment-là, ce qui fait que Napoléon, sur sa liste civile, a acheté énormément de palais pendant tout son règne, des palais d'ailleurs où la plupart du temps il n'a jamais mis les pieds. Mais on installait une administration de la Maison de l'Empereur dans les palais, c'était pour montrer la présence de l'Empereur dans les régions. Alors, en région parisienne, il possédait, était intégré au domaine de la Couronne, les Tuileries, Saint-Cloud, Versailles et le Louvre. Intégré donc au domaine de la Couronne, le Louvre était pris en charge par la liste civile, c'est-à-dire par l'argent personnel du souverain. Ce qu'il contenait, les œuvres d'art, passa de même dans le domaine de la Couronne, c'est-à-dire donc le musée et ses œuvres. Donc le Louvre était à la fois, à cette époque, un peu plus qu'un palais, mais beaucoup moins qu'un musée, évidemment. Et à partir de ce moment-là, Denon, qui était devenu à la fois donc, directeur général des musées, son titre, devint directeur du musée Napoléon pour la Maison de l'Empereur. C'est-à-dire qu'il dépendait, dans sa fonction de directeur des musées, on va dire, de l'État, et dans sa fonction de directeur du musée Napoléon, de la Maison de l'Empereur. Autant dire qu'à partir de ce moment-là,
notre cavalier du Louvre cavala sur des œufs. Il devait s'entendre avec le ministre de l'Intérieur pour les musées, mais il devait aussi avoir affaire à l'intendant général de la Couronne pour le musée Palais, avec le grand maréchal du Palais pour l'utilisation quotidienne comme un palais du gouvernement, avec le même pour tout ce qui concernait les aménagements, les modifications dans le musée, puisqu'on était ici dans non pas une propriété privée, mais une propriété du domaine de la couronne de Napoléon. Et bien sûr, de temps à autre, il devait avoir des relations avec l'empereur lui-même, relations qui ne se passèrent pas toujours bien. Et il faut le dire, dans la partie Louvre dans son intégralité, le vrai patron a été ici, bien sûr, le grand maréchal du Palais, mais surtout l'architecte Fontaine. C'est lui qui avait la décision sur beaucoup de choses. Et dans la correspondance administrative de Denon et dans les mémoires de Fontaine, on s'aperçoit bien que le patron, c'est Fontaine. Denon était assisté ici par 3 conservateurs, Visconti père pour les antiques, Duforny pour les peintures, j'ai dit 3, ils sont 4 en fait, non, 3, Morel d'Arleux pour les dessins, et un secrétaire général important pour cette maison, on le verra tout à l'heure, qui s'appelait Athanase Lavallée. Le budget de fonctionnement de la partie musée était d'environ 240 000 francs par an, dont 85 000 pour les frais de personnel, une petite centaine d'employés. C'était peu pour étudier, conserver et présenter plusieurs dizaines de milliers d'œuvres. Le musée était ouvert au public le samedi et le dimanche. Les autres jours étaient consacrés à l'étude des œuvres. Seuls les voyageurs étrangers avaient accès aux collections en semaine sur présentation de leur passeport. Donc on doit le dire, la fréquentation du musée n'était pas, à la fois elle n'était pas recherchée, samedi, dimanche, mais en même temps elle n'était pas très importante. Heureusement, le musée accueillait, enfin le Louvre accueillait 2 fois par an l'exposition des tableaux et statues des artistes vivants, le fameux salon. Et c'est surtout à ce moment-là que la fréquentation devenait importante et que l'art descendait, toutes choses égales par ailleurs, vers des couches moins élitaires, on va dire, que d'habitude. Alors vous savez que ces salons furent fondés en 1667, organisés tous les 2 ans. Ils permettaient donc à des artistes sélectionnés par un jury de présenter leur production, mais aussi de la vendre, car il ne faut jamais oublier les aspects économiques des choses, y compris de l'art. Et pour ceux qui étaient les meilleurs, on les récompensait d'un prix, donc décidé par le jury. Les salons furent annuels à partir de la Convention et reprirent le rythme antérieur, c'est-à-dire tous les 2 ans à partir de 1802, le jury étant désormais nommé par le gouvernement. Il sélectionna, le gouvernement, enfin le jury en général, les œuvres avec ouverture d'esprit, on ne peut pas dire le contraire, tout en retenant d'office, évidemment, les grandes commandes publiques, et vous en aurez dans les salles quand vous irez vous y promener tout à l'heure. On passa de 651 œuvres en 1800 à 1353 présentées en 1812. Lorsqu'il était à Paris, Napoléon faisait toujours une visite au salon, et c'est à l'occasion de l'une d'elles qu'il remit à David et à Gros les insignes de commandant pour David et de chevalier de la Légion d'honneur pour Gros, ce qui fit à l'époque grand scandale, un peu comme aujourd'hui lorsque le même ordre accueille dans ses rangs, que sais-je, Mimi Mati ou quelqu'un d'autre, quoique Mimi Mati, on lui fait une petite réduction de sa médaille. Mais à l'époque, on avait aussi ce genre de scandale, vraiment, que David et Gros, alors pour nous, évidemment, on leur donnerait plus que la Légion d'honneur, on les couvrirait d'or, mais à l'époque, ça n'était que des artistes, finalement, et qu'ils reçoivent la Légion d'honneur provoqua un très grand scandale. Le salon eut toujours un grand succès, il accueillit certaines années, pense-t-on, jusqu'à 100 000 visiteurs. L'entrée était toujours gratuite, mais les œuvres étaient accrochées, vous avez sans doute vu des gravures qui vous présentent le salon, elles étaient accrochées les unes à côté des autres, les unes au-dessus des autres, sans vraiment d'ordre précis, parfois certaines étaient très hautes, ce qui fait qu'on ne les voyait pas bien, et elles étaient simplement numérotées.
Ce qui fait que, enfin, il n'y avait pas de cartel, évidemment, mais vous aurez remarqué que dans les musées, on revient au cartel le plus nu possible. C'est-à-dire que, bon, en plus du numéro, on vous met encore le titre de l'œuvre, mais vous verrez, un jour, ça aussi disparaîtra. Donc, qu'est-ce que je disais ? Que les œuvres étaient numérotées et que, par conséquent, on devait acheter un petit livret explicatif. Et on a les chiffres de vente de ces livrets, 12 400 en 1800, 22 000 en 1804, 32 000 en 1810 et un peu plus de 25 000 en 1812. Donc on voit quand même qu'il y avait des gens qui achetaient le livret, comme il y a des gens qui louent désormais les audioguides payants pour comprendre les œuvres qui leur sont présentées. Alors en temps normal, les œuvres étaient présentées dans la galerie du bord de l'eau, donc côté Seine, grossièrement ce qu'on appelle aujourd'hui l'aile de Non, et son prolongement vers le Carrousel. Mais les grandes et belles salles qui composaient à la fois le salon, mais aussi le musée proprement dit, le salon carré, la grande galerie, une partie de la galerie d'Apollon, étaient encore utilisées pour des cérémonies, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui fait qu'il y avait une forme d'incertitude dans l'utilisation des lieux comme un musée, puisque le Louvre était avant tout palais du gouvernement. Alors, Fontaine profita à plusieurs reprises de cérémonies qu'on organisait au Louvre pour réorganiser les salles, les redécorer et de non pour revoir les accrochages et les œuvres qui seraient présentées, on va dire, dans les expositions permanentes pour utiliser les mots d'aujourd'hui. Et ce fut notamment le cas après la campagne d'Allemagne en 1806 où le Louvre reçut, on le verra tout à l'heure, tout un contingent d'œuvres qui avaient été acquises dans les conditions qu'on verra, en Allemagne. Alors on pénétrait dans la partie musée par une petite porte à l'angle sud-est de l'actuelle cour Napoléon, mais nous qui sommes maintenant ne sommes plus des perdreaux de la veille, nous avons connu l'époque où on n'entrait pas au Louvre par la pyramide, et on était accueillis au Louvre aussi par de petites portes avec des choses qui étaient à l'époque pas très bien organisées. Bon, on voit que l'afflux de visiteurs a rendu obligatoire et indispensable de changer la façon d'entrer au Louvre. Donc on était accueillis par cette petite porte et par un buste monumental, d'abord du premier consul, puis qu'on a ensuite transformé en empereur, dû à Lorenzo Bartolini. Il est encore au Louvre, mais j'ignore absolument où il est exposé en ce moment. Les antiques étaient présentés au rez-de-chaussée dans les anciens appartements d'Anne d'Autriche, réaménagés et en partie redécorés. La peinture était présentée à l'étage, dans la grande galerie, la galerie d'Apollon et le salon carré, où eut lieu le mariage de Napoléon et Marie-Louise, le salon carré servant essentiellement à l'exposition des dessins. On avait tenté de créer un éclairage permettant de bien voir les œuvres, fenêtres à l'est, au sud, on avait rajouté des miroirs réfléchissants pour éclairer mieux. En 1804, Napoléon profita de toutes les festivités entourant le couronnement pour créer un nouveau décor de l'exposition permanente, et il perça dans la grande galerie quelques vasistas pour créer un éclairage zénital. Alors en 1811, d'après un rapport officiel, le musée Napoléon possédait 1200 tableaux, 606 pour les écoles du Nord, 463 pour l'Italie, 107 tableaux français, le reste figurant des écoles d'Espagne ou d'Angleterre. L'Espagne à l'époque n'était pas encore à la mode. 1200 tableaux, 300 statues ou morceaux précieux d'antiquité en marbre, 20 000 dessins, dont 450 des grands maîtres. Du côté de la chalcographie, il y avait plus de 4000 planches déjà à cette époque. Alors comme aujourd'hui, évidemment, tout n'était pas montré, les réserves étaient importantes, et certaines réserves étaient d'ailleurs situées au château de Versailles. Cette collection avait pour fond les collections royales, il ne faut quand même jamais l'oublier, mais évidemment, elles furent alimentées par des œuvres saisies à l'étranger par les armées de la République. Alors c'est évidemment un sujet sensible, mais pour lequel il faut évidemment dire les choses telles qu'elles sont, et ne pas, comme le fait parfois la presse anglo-saxonne, parfois mal intentionnée à l'égard de la France et de son histoire,
parle de vol, de pillage et autres gros mots. C'est bien sûr exagéré, Napoléon ne fut pas un pillard. L'idée de rapatrier les œuvres à Paris, d'ailleurs, ne date pas de lui. Elle date de l'an 2, soit l'époque préférée des révolutionnaristes, ce qui devrait nous aider à calmer tout le monde. Lors de l'invasion de la Belgique, en février 1794, pour la première fois, une commission des arts suivit les armées, et selon la doctrine révolutionnaire de l'époque, l'art et les sciences ne pouvaient s'épanouir que sous le règne de la liberté, c'est-à-dire dans la véritable patrie de la liberté, la France. Donc le pli fut pris, et il a pour incontestable origine les Danton, Boissy d'Anglas et autres entourages de Robespierre qui, à un moment ou l'autre, dirigèrent la République. En vous promenant dans les salles du Louvre, sur les cartels, car il en reste encore, vous constaterez un nombre respectable de dépôts de l'État antérieurs à l'an 8. Il s'agit, ni plus ni moins, de ce qu'il reste des saisies des premières années de la Révolution et d'une petite partie de ce qui fut saisi sous l'Empire. Dans ce contexte, Napoléon n'en fut pas moins un grand pourvoyeur du muséum, et évidemment parce qu'il commanda l'armée d'Italie. L'époque aimait l'antique, on l'a dit tout à l'heure, et de l'antique, et il y en avait quand même beaucoup dans la péninsule. Alors une commission des arts présidée par Gaspard Monge fut accolée ou accompagna l'armée d'Italie et sélectionna donc des œuvres qui devaient rejoindre la patrie de la liberté. Alors beaucoup furent d'ailleurs saisis de façon incontestable sur le plan du droit des gens. Chaque traité de paix signé par Bonaparte prévoyait, à titre d'indemnité de guerre, au lieu de demander de l'argent, on demandait la remise d'œuvres d'art. 20 tableaux pour le duché de Parme, 20 pour le duché de Modène, 25 pour le duché de Milan, etc. La meilleure récolte, évidemment, eut lieu dans les États romains, après la paix de Tarentino du 19 février 1797, puisque le Saint-Siège devait remettre à la France 100 tableaux, bustes, vases et statues, plus 500 manuscrits, le tout étant au choix des commissaires de la République. C'est ainsi que les noces de Cana, comprises dans le traité de Campo Formio du 17 octobre 1797, entrèrent dans les collections nationales pour ne plus en sortir, grâce à Vivant Denon qui, en 1815, au moment de la grande vague de restitution, parvint à convaincre les Autrichiens, qui dominaient à présent le duché de Milan, parvenant à les convaincre que le tableau était trop fragile pour voyager, et il donna en échange la Madeleine chez les pharisiens de Charles Lebrun. En Égypte, même système. Grande commission des sciences et des arts, alors évidemment qui doit surtout aider l'armée, qui doit repérer l'ancien canal de Suez, qui n'était pas évidemment le canal de Suez, qui doit essayer de rétablir la communication entre la Méditerranée et la mer Rouge, y compris en créant un double port, mais aussi à partir d'un certain moment, à partir du moment où la conquête a été terminée, on s'est décidé à aller étudier les monuments et les temples. D'ailleurs, il faut être honnête, c'est surtout sous le commandement de Kléber qu'ont eu lieu, oui, on m'avait dit de ne pas me gratter l'oreille, c'est pendant le gouvernement de Kléber qu'ont eu lieu les grandes saisies. Mais vous connaissez le proverbe, bien mal acquis ne profite jamais. Une fois que l'armée d'Égypte, l'armée d'Orient s'est rendue aux Anglais, les Anglais ont exigé qu'on leur remette les collections qui avaient été saisies en Égypte. Et si vous voulez voir la plus grande collection égyptienne datant de l'armée d'Orient, il faut vous rendre au British Museum, puisque c'est là-bas que sont exposés ce qui avait été saisi, et notamment la pierre de Rosette. Je crois que je m'étais renseigné à une époque où je faisais un petit travail là-dessus. Il doit rester à peu près 50 à 60 objets venant de l'armée d'Orient au Louvre sur 5000 et quelque chose numéros égyptiens. Après la proclamation de l'Empire, il y eut encore deux grandes vagues de séries, et notamment celle d'Allemagne,
où là, Denon se déplaça personnellement pour aller saisir des œuvres d'art dans le cadre de l'occupation française, voire même parfois dans le cadre des accords d'amitié qu'on avait signés avec des pays de la Confédération du Rhin. Vous savez qu'en Allemagne, Napoléon avait réservé des territoires, c'est-à-dire plusieurs petites principautés qui mitaient un peu le territoire allemand. Elles appartenaient à la France en prévision d'être données à quelqu'un au moment où l'empereur le jugerait bon. Et c'est notamment dans ces territoires réservés que furent saisies beaucoup d'œuvres ramenées au Louvre. En 1814, au moment de la première chute de l'Empire, on laissa les œuvres d'art à la France. Donc, en fait, tout ce qui avait été saisi fut laissé. Il y avait des demandes de restitution, mais les Alliés avaient considéré que, finalement, puisqu'on était parvenu à la paix avec la France, il ne fallait pas en rajouter. Vous savez qu'en mai 1814, il n'y a pas eu non plus d'indemnité de guerre, il n'y a pas eu d'occupation du territoire, etc. Donc c'est une paix quand même relativement douce qui avait été négociée par Talleyrand. Certes, la France perdait toutes ses conquêtes, mais rentrait dans ses frontières, grosso modo, de l'Ancien Régime, en gardant même quelques possessions qu'elle avait annexées ou réunies, comme on disait, pendant la Révolution. Et donc ça avait été un traité plutôt intéressant, notamment pour cette maison. Mais en 1815, après Waterloo, on n'a plus voulu de cette mansuétude, et vous le savez, les soldats prussiens et anglais sont venus ici reprendre ce qui avait été saisi. Ça a valu au duc de Wellington le surnom dans Paris de Vilain-Ton, parce que c'est effectivement lui qui a, mais c'était pour des raisons politiques, pour calmer ses alliés prussiens, qu'il a autorisé la reprise. Alors, ils n'ont pas tout repris, car on avait été un peu malin à cette époque. D'abord, on avait créé en province 15, puis 17 musées qui avaient été dotés des trésors du Louvre, si l'on veut, c'est-à-dire des trésors que le Louvre ne pouvait pas présenter. Alors, les cessions représentèrent environ 1 millier de toiles, rien que pour la peinture. À Dijon, par exemple, l'Assomption de la Vierge de Tintoret, la Mère de douleur au pied de la croix de Champaigne, etc., etc. Et donc, ces œuvres-là, eh bien, elles n'ont pas été récupérées en 1815 parce que les Alliés parfois même ignoraient que ces œuvres avaient été envoyées dans les musées de province. Denon résista aussi, autant qu'il le put, aux exigences de ses interlocuteurs. On a vu tout à l'heure pour les noces de Cana, mais pour chaque tableau, il mentit beaucoup, il essaya de les cacher, etc., ce qui fait qu'il en a sauvé pas énormément. J'ai cherché le chiffre de ce que Denon avait sauvé. Je ne l'ai pas trouvé. Posez la question peut-être à d'autres spécialistes qui viendront ensuite. Bon, il finit par démissionner le 3 octobre 1815, donc avant la signature du traité de Paris. Et c'est donc le fameux Lavallée qui a pris sa suite à ce moment-là, mais avec la même stratégie défensive, ce qui fait que, là aussi, dans les dépôts de l'État, lorsque vous aurez des dépôts qui sont, donc, on va dire, entre 1796 et 1814, vous verrez que vous rappellerez que ce sont des objets acquis pour le Louvre par Napoléon. Alors, il faut aborder ici, rapidement, puisqu'il ne me reste plus beaucoup de temps, les travaux qui ont été ordonnés par Napoléon, cette fois à l'extérieur du Louvre, car le palais impérial du Louvre lui doit beaucoup de ce côté-là, et c'est aujourd'hui donc le musée qui en profite. Ça s'inscrivait évidemment dans le désir du chef de l'État de moderniser, d'embellir Paris, de l'aérer, Paris devant devenir, selon sa propre expression, la capitale de l'univers. Vous savez que dans le cadre de cette capitale de l'univers, on avait prévu d'installer le Saint-Siège à l'emplacement de l'Hôtel-Dieu. On a même commencé les travaux. Tous les cardinaux étaient à Paris en 1810. Toutes les archives du Saint-Siège avaient été ramenées à Paris. On n'attendait plus que la mort du pape pour en nommer un nouveau, le cardinal Fesch, le cardinal Maury, qui serait venu s'installer à Paris, donc vraiment capitale de l'univers. Alors, l'environnement de ce palais impérial fut profondément modifié par le percement de la rue de Rivoli, évidemment. Nouveau décor sur la façade du pavillon de Rohan, mais par la suite, le Second Empire a complété tout ça. Mais plus important encore,
après l'attentat de la rue Saint-Nicaise, ont pris des décisions essentielles pour l'ensemble Louvre-Tuileries. Beaucoup d'entre vous, spécialistes d'histoire napoléonienne, mais pas toujours très attentifs, doivent se dire parfois « il faudrait quand même que j'aille rue Saint-Nicaise pour voir où s'est passé l'attentat ». En fait, vous pourrez chercher très longtemps. Vous êtes déjà passé sans doute plusieurs fois à rue Saint-Nicaise, puisque la rue Saint-Nicaise faisait partie d'un quartier immense qui se trouvait entre les Tuileries et le pavillon de l'Horloge. C'est-à-dire que cette perspective aujourd'hui totalement dégagée, et qu'il est encore plus par la suppression des Tuileries, était à l'époque une ville un peu moyenâgeuse, en tout cas avec des rues tortueuses, mais dans laquelle il y avait des hôtels particuliers, et notamment l'hôtel d'Elbeuf, qui était la résidence de Cambacérès, second consul. L'attentat de la rue Saint-Nicaise a permis d'accélérer un projet qui était assez ancien, qui était de supprimer cette partie de la ville entre les Tuileries et le Louvre. Alors, l'attentat lui-même avait abîmé des bâtiments, mais enfin, c'est quand même pas le bombardement de Dresde en 1945. Et donc, on a déjà décidé de détruire ces bâtiments-là. Et puis ensuite, Napoléon a pris donc la décision de faire totalement raser ce grand quartier de Paris qui se trouvait entre les deux. Mais simplement, comme vous le savez, Napoléon n'était pas un dictateur. Il était obligé de respecter la loi et donc il fallait exproprier les propriétaires. Ce qui fait qu'à la chute de l'Empire, ça n'était toujours pas fait. Et il existe dans une photo prise en 1851 depuis les Tuileries qui montre le pavillon de l'Horloge et où on voit qu'il reste encore une partie de cette ville entre les deux lieux. Et évidemment, tant que cette ville n'était pas totalement détruite, on ne pouvait pas exécuter totalement le grand projet qui était de relier le Louvre aux Tuileries, évidemment. Évidemment, 1808, c'est l'inauguration, si l'on veut dire, de l'Arc de Triomphe du Carrousel. Vous avez une conférence tout à l'heure là-dessus, donc je n'y reviendrai pas, qui était l'entrée monumentale des Tuileries. Napoléon fit terminer les travaux de la cour carrée, qui attendaient d'être finis depuis Louis XIV. À un moment donné, Louis XIV s'est installé en banlieue, et donc il a totalement délaissé le palais royal de Paris. Et donc là, Napoléon a quand même terminé les travaux de façade terminés en 1810, et il a ajouté à tout cela un important programme de sculpture pour la colonnade, Victoire en quadrige distribuant des couronnes, ai-je écrit, après avoir recopié ça quelque part, par Cartelier. Et évidemment, quasiment tous les bâtiments furent refurbichés, et au Louvre, Napoléon est partout, comme d'habitude. Il est aussi présent aujourd'hui, bien sûr par cette journée, par ce trône, par Franck Sanson, qui a prêté ses uniformes. Mais évidemment, il est présent, et plus que présent, dans les salles d'exposition permanentes. Évidemment, vous verrez ou vous reverrez avec plaisir le Sacre de David, le Hello de Gros, vous savez, qui fut présenté au salon de 1808, si je ne m'abuse, et que Napoléon passa devant le tableau sans le regarder. Je vous rappelle que ce tableau, évidemment, la composition nous semble absolument géniale de la part de Gros, mais la composition, elle avait été définie par le concours. Quand on lit ce que le ministre de l'Intérieur a publié comme règle du concours, il y a l'empereur sur le champ de bataille avec un Russe qui lui demande pitié, entouré de son état-major et des morts au sol et dans la neige. Voilà. Donc il y a eu une quinzaine ou une vingtaine de projets, certains sont encore dans les collections nationales, et c'est Gros qui a été choisi. C'est un peu comme l'histoire des rames du RER, c'est-à-dire que il fallait que ce soit gros, cette année-là. Et donc, Napoléon passe devant le tableau, termine sa visite sans avoir regardé le tableau, puis il se dirige vers le tableau, alors c'est un peu une légende, mais elle est très belle, il se dirige vers le tableau, détache sa Légion d'honneur et l'accroche à la redingote de Gros, en le félicitant pour ce tableau. Et vous verrez aussi, en passant à côté du Sacre de David, que ce n'est pas de la peinture, qu'on marche dans le tableau, comme avait dit Napoléon. Mais vous allez croiser aussi Murat, vous allez croiser Joséphine, vous allez tomber amoureux de Madame de Récamier, etc., etc. En sculpture, vous verrez un Napoléon triomphateur de Lemaud. Sinon, vous lèverez la tête en rentrant chez vous ou en allant déjeuner, et vous verrez
du Napoléon partout, sur les façades et les frontons. Mais tout à l'heure, je faisais un peu attention, il y a aussi du Louis XVIII, un petit peu plus bas là-bas, mais c'est aussi ça. Hein. En fait, Napoléon a dit que Fontainebleau était le château des siècles, etc. Quand même, le Louvre aussi un peu. Hein. On est ici vraiment au cœur de l'histoire de France. Et puis, bien sûr, aux objets d'art, aux arts décoratifs, ici, vous pourrez voir les régalias qui ont servi le 2 décembre 1804, des services, des cabarets, l'Athénienne, et vous n'aurez même plus à vous déplacer pour voir le trône, puisque le voici. Alors avant ça, bien sûr, vous reviendrez dans cet amphithéâtre pour écouter de brillantes conférences qui, donc, ont été réunies pour ces 24 heures qui en durent 36. Tout à l'heure, vous aurez même un intervenant qui, quoique persuadé que Robespierre a existé, et il nous l'a prouvé dans une excellente étude qu'il a publiée récemment, se demandera si Napoléon a bien existé. Alors, sans déflorer son sujet, je crois que oui, Napoléon a bien existé. Sinon, pourquoi aurait-on sculpté et gravé ici si souvent son règne dans la pierre ? Je vous souhaite une très belle journée Napoléon avec le Louvre.